Alors, on va s'intéresser cette fois-ci à la preuve. Preuve, autre grand thème de M. Molfessier. Alors, d'habitude, il fait 2 séances sur la preuve. Là, il n'en fait qu'une. Néanmoins, c'est là aussi un de ses thèmes chouchous d'examen. Je vous montre là aussi les annales. Voilà. Très porteur d'arrêt. Très, très porteur d'arrêt. En janvier 2004, en septembre 2004, en janvier 2010, en janvier 2013, en janvier 2007, en septembre 2017, en janvier 2019. Il y a très... Et j'en ai oublié un. J'ai oublié 2024. J'ai oublié 2024. 2024, il y avait l'arrêt d'assemblée plénière du 22 décembre 2023. Bref, vous avez compris. Donc, vous rajoutez assemblée plénière 22 novembre 2023, 22 décembre 2023, entre parenthèses, examen de janvier 2024. C'est un thème qu'il affectionne particulièrement et qui est très souvent donné en commentaire d'arrêt. D'accord? Donc, on fera nous-mêmes différents commentaires d'arrêt. Maintenant, je ne vais pas faire une séance, elle sera déjà longue, mais elle n'est pas complète, dans le sens où tout ce qui est recevabilité de la preuve, loyauté de la preuve, légalité de la preuve, qui sont quand même ces thèmes chouchous, nous le referons ensemble en cours. D'accord? Donc la séance, elle est longue, elle va parler de la charge de la preuve, elle va parler de l'objet de la preuve, elle va parler de l'admissibilité de la preuve, elle parle de tout, sauf de la loyauté de la preuve et de la légalité de la preuve, que nous compléterons. D'accord? C'est comme pour la séance sur la jurisprudence, où je vous l'ai dit, la question de la rétroactivité, c'est quelque chose de technique qui donne souvent lieu à des commentaires d'arrêt et je veux qu'on le fasse ensemble, d'accord? Ici, l'idée c'est qu'on a un stage qui fait 12 heures, 2 heures de préenregistré et le reste c'est ensemble, ok? Donc là, ne vous dites pas quand vous avez fini ça, vous avez fini la preuve. Non, vous n'avez pas fini la preuve. Alors, on va commencer par la question de l'objet de la preuve. Alors, souvent, c'est une question qui n'est pas trop traitée. D'ailleurs, je ne l'ai pas traitée, moi, pendant le stage, parce que c'était tellement long qu'on n'avait pas le temps de tout faire. Mais c'est toujours très, très important dans un arrêt, notamment, de vérifier que fallait-il prouver. Et généralement, c'est la première chose par laquelle il faut commencer. Votre grand 1A, il va porter sur ça, l'objet de la preuve. L'objet de la preuve, c'est que faut-il prouver devant le juge? Que doit-on prouver? L'article 9 du Code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Les faits nécessaires au succès de sa prétention, c'est ça qui doit être prouvé devant le juge. On analyse. Devant le juge, on prouve les faits. A contrario, on ne prouve pas le droit. Nul n'est censé ignorer la loi, le juge en premier chef. Vous n'allez pas lui prouver l'existence de la loi. Vous n'allez pas lui prouver les conditions d'application de la loi. Enfin, vous n'allez pas lui dire, oui, vous savez, il existe un article dans le code selon lequel, quand on cause un dommage à autrui, il le sait. Tu ne dois pas lui en prouver l'existence. Il est publié. Tu ne dois pas lui prouver. Alors, il y a 3 conditions. Non. Le juge est censé le savoir. Donc, la preuve ne porte jamais sur des éléments de droit, seulement sur des éléments de fait. Maintenant, pas tous les faits. Seulement les faits nécessaires au succès de sa prétention. Ça veut dire les faits qui sont pertinents. Les faits qui ont un lien avec le litige. Si par exemple je cherche à démontrer que mon mari m'a trompé parce que je veux un divorce pour faute, il ne sert absolument à rien de lui prouver que je l'ai prêté de l'argent. J'ai pas besoin de prouver l'existence d'un contrat de prêt. Ça n'a rien à voir avec le litige. J'ai pas besoin de prouver que mon mari commet des fautes professionnelles, ça n'a rien à voir avec le litige. Je me contente de prouver ce qui a un lien avec le litige. Et, attention, autre fait très important, je ne prouve que les faits contestés. Ce que mon adversaire ne conteste pas, ce que mon adversaire ne remet pas en cause, ce que mon adversaire ne nie pas, je ne le prouve pas. Sinon, on s'encombrerait de prouver, il fait beau aujourd'hui, on est le lundi 24 mai, j'en sais rien, non. Exemple. Je demande à mon assureur de m'indemniser parce que mon toit est cassé à la suite d'une tempête. Mon assureur ne nie pas le fait qu'entre nous, il y a un contrat, que je suis assurée chez lui. Donc, je n'ai pas à prouver le contrat d'assurance. Mon assureur ne nie pas qu'il y a eu une tempête. Donc, je n'ai pas à prouver la tempête. Mon assureur ne nie pas que mon toit est détruit. Donc, je n'ai pas à prouver la destruction. Ce que mon assureur nie, ce qu'il conteste, c'est le fait que ce soit la tempête qui ait détruit mon toit. L'assureur dit non, mais votre toit, il était détruit avant. Et donc, c'est ce lien causal que je devrais prouver. C'est ça. Si en revanche, mon assureur dit non, mais attends, c'est pas du tout une tempête, c'est un simple coup de vent, là, je devrais démontrer que le vent a atteint un certain seuil qu'il en fait une tempête. Je prouve ce qui est contesté. On ne s'encombre pas de prouver ce qui n'est pas contesté.
Maintenant, parmi ces faits, on va distinguer deux choses. Les faits juridiques et les actes juridiques. Apprenez ces définitions par cœur. Ça vous servira de toute façon pour l'an prochain. Un fait juridique, c'est énoncé à l'article 1100-2 du Code civil. Ce sont des agissements ou des événements auxquels la loi attache des effets de droit. Ça va être par exemple une tempête, ça va être par exemple une livraison, ça va être par exemple un incendie. Voilà, ce sont des événements qui vont entraîner les conséquences juridiques prévues par la loi. Un accident, une tempête, autre. Les actes juridiques, alors je ne sais pas pourquoi j'ai écrit inférieur à 1 500 €, vous enlevez le 1 500 €, d'accord? En fait, j'ai fait un copier-coller d'autres choses. Donc, vous dites les actes juridiques. Prière d'enlever les inférieurs à 1 500 €. On prouve les faits juridiques et les actes juridiques. Vous m'enlevez le inférieur à 1 500 €. J'ai fait un copier-coller d'ailleurs et je n'ai pas vérifié. Donc, les actes juridiques. Les actes juridiques sont définis à l'article 1100-1. Qu'ils soient inférieurs ou supérieurs, la définition de l'acte juridique est la même. Bon. Les actes juridiques, ce sont des manifestations de volonté destinés à produire des effets de droit. Donc les actes juridiques, vous enlevez la partie inférieure à 1 500 €, qui n'a rien à faire ici. Un acte juridique, qu'il soit inférieur aux 1 500 € ou supérieur à 1 500 €, ce sont des manifestations de volonté en vue de produire des effets de droit. Ce sont notamment les contrats. Un contrat de vente, un contrat de prêt, un contrat de bail, un contrat de travail, ce sont des actes juridiques. Voilà. Donc parmi les preuves que l'on doit rapporter, soit on doit prouver des faits juridiques, soit on doit prouver des actes juridiques. Et c'est ça qu'il faut identifier. Que dois-je prouver? Un acte juridique ou un fait juridique? Bon. Voyons maintenant la charge de la preuve. Ça, nous l'avions déjà vu en cours, donc ce sont des rappels. C'est la question de qui doit prouver. Il y a un principe. Alors d'abord, le principe, c'est l'article 9. En matière civile, ce sont les parties qui prouvent. On dit qu'en droit civil, on est dans un système accusatoire. Ce sont les parties qui rapportent la charge de la preuve, contrairement au droit pénal où ce sont le juge. On dit que le procès civil est la chose des parties. Une fois qu'on a dit que c'était les parties, laquelle? Demandeur ou défendeur? C'est l'article 1353, alinéa 1, qui prévoit que celui qui se prétend titulaire d'un droit doit l'établir. C'est l'application de l'adage « actori incumbit probatio ». Apprenez-le, c'est pratique. La preuve pèse sur le demandeur. C'est logique, en fait. C'est le demandeur qui réclame quelque chose. C'est lui qui dérange l'ordre établi. L'adversaire ne réclame rien. Donc c'est celui qui réclame quelque chose qui le prouve. Je réclame 1 500 €. Je prouve que vous me devez 1 500 €. Je réclame que vous veniez peindre un mur. Je prouve que vous devez peindre un mur. Et souvenez-vous, vous aviez un arrêt dans votre fiche, CIF 2e, 21 septembre 2023. L'assuré demande indemnisation à son assureur. C'est lui qui doit prouver que les conditions d'indemnisation sont réunies. Maintenant, l'article 1353, alinéa 2, prévoit que celui qui se prétend libéré de son obligation doit prouver le fait qu'il a libéré. Celui qui prétend qu'il ne doit plus rien doit prouver pourquoi il ne doit plus rien, soit parce qu'il a exécuté. Alors il prouve qu'il a exécuté, prouvez que vous avez payé, prouvez que vous avez livré la voiture, prouvez que vous avez peint le mur. Ou prouvez qu'il y a par exemple prescription. C'est trop tard, je ne vous dois plus rien parce que c'est trop tard. Chambre commerciale, 24 janvier 2024. Donc voilà, en fait chacun prétend quelque chose, chacun le prouve. Et c'est toujours très important dans un arrêt de se demander sur qui pèse la charge de la preuve. Voyons maintenant les limites, les exceptions, les présomptions. Les présomptions, on les trouve à l'article 1354. Ce sont les présomptions légales. Parfois, la loi considère que certains faits sont certains, sont évidents. Donc, ce n'est pas la peine de les prouver, elle dispense de preuves. Ou du moins, elle renverse la charge de la preuve. Celui qui devait prouver normalement parce que c'est lui qui réclame n'aura pas à le prouver, ce sera à son adversaire. Alors, on peut par exemple parler de la présomption de paternité de l'article 312 du Code civil. Quand une femme mariée met au monde un enfant, on présume que son mari est le père. On peut parler de la présomption de propriété tirée de la possession à l'article 2276. Celui qui possède la chose qu'il a entre les mains et qui l'utilise est présumé propriétaire. On peut aussi parler de la présomption d'innocence de l'article 9-1. Il y a toute une série de présomptions légales. Pourquoi est-ce que la loi établit des présomptions qui sont des cadeaux? On vous dispense de preuves, n'oubliez pas. Avoir la charge de la preuve, c'est délicat. Si vous ne prouvez pas, même si vous avez raison, vous perdez.
Donc c'est terrible. On parle de risque de preuve. Donc quand la loi vous dispense de preuves alors que normalement c'est vous qui devez prouver, elle vous fait un immense cadeau. Pourquoi fait-elle ça? Parfois c'est parce que la probabilité est forte. On parle de présomption plerum quiescit. C'est le cas de la présomption de paternité. L'immense majorité des femmes qui mettent des enfants nés d'une femme mariée ont pour père le mari. C'est le cas aussi de la présomption de propriété. L'immense majorité des gens qui utilisent une chose en sont propriétaires, etc. Donc l'idée du législateur, c'est de se dire, comme c'est très probable, mieux vaut que je dispense tout le monde de preuves plutôt que d'embêter tout le monde. Bon. Parfois, c'est pour aider une partie. Clairement, le législateur a pris parti pour un plaideur, par exemple, en matière de droit de la consommation. Quand il y a un professionnel et un consommateur, le législateur se dit que le professionnel est en position de force, donc souvent, il va établir des présomptions en faveur du consommateur. C'est lui qui réclame. Il réclame la nullité du contrat. Normalement, il devrait prouver que le contrat n'est pas régulier. Mais non, on va imposer la charge de la preuve au professionnel. C'est lui qui doit prouver qu'il a bien respecté la règle. CIF première, 1er février 2023. Ou parfois, on veut aider une partie parce qu'on sait que la preuve qu'elle va devoir rapporter est difficile, voire impossible. Et qu'on ne peut pas se satisfaire de ça. C'est le cas avec l'affaire du Distilbène et le lien de causalité, CIF première, 18 octobre 2023. Deux causes possibles. Jamais la victime ne prouvera si c'est le Distilbène ou une affection qui a causé sa maladie. C'est pas grave. Il y a du Distilbène, on présume que c'est le Distilbène. Si le laboratoire veut prouver que c'est pas lui, à lui de le prouver. Voilà, les présomptions sont là parfois pour aider les parties. Il y a du politique dans les présomptions. Il y a des choix faits par le législateur ou parfois par le juge. Voilà pour les questions de charge de la preuve. On va passer au mode de preuve, avec un petit S, ça aurait peut-être été pas mal aussi. Mon PowerPoint est à refaire. On va s'intéresser au mode de preuve. Alors, avant de s'intéresser au mode de preuve, vous savez qu'il y a deux grandes catégories de preuves. Les preuves qui vont être parfaites. Alors, les preuves parfaites, c'est les preuves que la loi estime suffisamment fiables pour que le juge n'ait pas de pouvoir d'appréciation. Alors que les preuves imparfaites, ce sont les preuves que la loi n'estime pas de manière générale suffisamment fiables, et donc elle dit au juge, si ces preuves te sont présentées, statue en fonction de ton intime conviction. Apprécie-les si tu les estimes fiables. Dans le cas concret, alors c'est très bien. Si tu ne les estimes pas fiables, écarte-les. Voilà pour les différents modes de preuve. Alors, on va commencer du coup à s'intéresser par la preuve par écrit. La preuve par écrit, c'est une preuve préconstituée. C'est-à-dire un acte qu'on a rédigé à une époque où il n'y avait pas de litige, mais en vue d'un litige. Pour constater l'événement qu'on cherche à prouver, on va écrire la vente. On va écrire le contrat de prêt. On va écrire le contrat de bail. À l'époque où on le fait, il n'y a pas de litige, mais on se dit on ne sait jamais. Donc il y a une certaine objectivité puisque c'est fait à une époque où on n'est pas encore fâché. Alors l'écrit est défini à l'article 365 comme une suite de chiffres, de lettres, de caractères, etc., quel qu'en soit le support. Ça peut être papier ou électronique. L'écrit électronique a la même valeur que l'écrit papier s'il respecte les conditions. Alors, plusieurs types d'écrits. L'acte authentique, article 69. Ça, j'ai été très très rapide en cours, je développe un petit peu plus ici. Maintenant, je ne suis pas persuadée que ce soit fondamental d'avoir tous ces détails, mais voilà. 1369, alors, c'est quoi un acte authentique? C'est un acte dressé par un officier public. Le plus souvent un notaire, mais ça peut être un huissier, un officier d'état civil, un greffier. Il doit être compétent pour rédiger l'acte, aussi bien matériellement. Par exemple, un officier d'état civil peut rédiger des actes de naissance. Il ne peut pas rédiger une promesse de vente. D'accord? Tous les officiers publics n'ont pas compétence pour faire la même chose. Un notaire ne peut pas rédiger un acte de naissance. Donc, chaque officier public a son domaine de compétence et il faut aussi qu'il soit compétent territorialement. C'est-à-dire que si vous êtes né à Marseille, ce n'est pas l'officier d'état civil de Paris qui va rédiger votre acte de naissance. Donc, il faut un officier public compétent. Et il y a des précautions rédactionnelles, évidemment. Vous imaginez bien qu'on n'a pas les mêmes choses à écrire dans un acte de naissance et dans une promesse de vente. Et donc, en fait, il y a des règles très précises pour chaque acte. Les officiers publics les connaissent. Et quand vous avez un acte authentique, vous avez une preuve parfaite. Et en plus, une preuve conservée, vous ne pouvez pas tellement la contester. C'est vraiment une preuve parfaite. Après, c'est long et c'est coûteux. Il faut prendre rendez-vous chez un notaire, il faut payer le notaire, donc ça rajoute des coûts et du temps. On ne peut pas systématiquement rédiger un acte authentique chaque fois qu'on achète quelque chose, chaque fois qu'on conclut un contrat.
Donc on a aussi évidemment l'acte sous signature privée. Article 1367. Là, ce sont des personnes privées. Vous et moi, si je vous vends mon ordinateur. Vous et Carrefour. Vous et la Fnac. Vous et Volkswagen. Personne privée, ça ne veut pas forcément dire personne physique. Hein. Ça peut être une personne morale de droit privé comme une société. Bon. Donc ce qu'il faut, c'est qu'il n'y ait pas d'officier public. Pour que ce soit un acte sous signature privée, il faut qu'il n'y ait pas d'officier public. Alors, vous pouvez, évidemment, rédiger un acte sous signature privée et que ça vaille preuve parfaite. Heureusement, sinon il faudrait à chaque fois qu'on achète quelque chose d'un peu important, qu'on aille chez un notaire. Bon, on peut le faire, mais il y a des formalités à respecter. Et là, je ne les avais pas trop détaillées en cours, je vous les donne maintenant. Quelles sont ces formalités? Ça dépend si vous êtes face à un acte synallagmatique ou un acte unilatéral. Un acte synallagmatique. Un acte synallagmatique, c'est un acte où chaque partie a une obligation. Par exemple, une vente. Je vous livre la chose, vous me payez le prix. Un contrat de travail. Je travaille, vous me payez un loyer. Un salaire. Un contrat de bail. Je vous mets le bien à disposition, vous me payez un loyer. Un contrat d'entreprise. Vous faites le travail, je vous paye. D'accord? Donc voilà, la plupart des contrats que vous connaissez sont des actes synallagmatiques ou bilatéraux. Ça veut dire que chaque personne a une obligation. Il y a deux personnes qui s'engagent. Chaque personne s'engage à faire quelque chose. Conséquence. Pour avoir une preuve parfaite, il faut respecter les formalités de l'article 1375. Puisqu'il y a deux personnes qui s'engagent, il faudra rédiger 2 exemplaires. Il faudra écrire sur chaque exemplaire fait en double exemplaire. Et il faudra que chaque partie signe chaque exemplaire. Et que chacune garde son exemplaire. Comme c'est synallagmatique, il y a 2 personnes qui s'engagent. 2 personnes qui s'engagent égale 2 exemplaires. Sur chaque exemplaire, on écrit fait en double exemplaire. Et chacune signe les 2 exemplaires. Et chacune garde son exemplaire comme ça. Si c'est moi qui ai un problème, j'ai mon exemplaire avec votre signature. Et vous avez le vôtre avec ma signature. Maintenant, si c'est un acte unilatéral, il n'y a qu'une seule personne qui s'engage. Une reconnaissance de dette. Je reconnais devoir à Sophie 10 000 €. Il n'y a que moi qui m'engage. Un cautionnement. Mon fils a conclu un contrat de bail. Ça, c'est un contrat synallagmatique entre le bailleur et mon fils. Le bailleur exige, le propriétaire exige un cautionnement. C'est-à-dire qu'il exige que je me porte caution. Ben là, vis-à-vis du bailleur, il n'y a que moi qui m'engage. Je m'engage à payer la dette de mon fils si jamais il ne paye pas. À mon égard, le bailleur, il fait rien. Donc moi, c'est un acte unilatéral. Donc puisque c'est un acte unilatéral, article 1376, il n'y a qu'une personne qui s'engage. Donc il ne faut qu'une seule signature et un seul exemplaire, qui devra être conservé évidemment par le créancier. C'est le bailleur qui devra garder. Si moi je le garde, évidemment, ça n'a aucun intérêt. On peut faire 2 exemplaires, mais ça sert à rien. Ce qu'il faut, c'est qu'on en ait un, que j'ai signé, ça marque mon engagement, et s'il y a un montant ou une quantité, il faut que ce soit écrit en chiffres et en lettres. Je m'engage à payer les loyers de mon fils à hauteur de 20 000 €, entre parenthèses 20 000 €, et je signe et je le remets au bailleur. Et si je refuse de payer, il aura sa preuve. Voilà, si toutes ces conditions sont réunies, ce sont des preuves parfaites. Maintenant, s'il manque des éléments, par exemple, c'est un acte unilatéral et il n'y a pas la mention en lettres, ou c'est un acte synallagmatique et on n'a pas écrit double exemplaire, ce ne seront pas des preuves parfaites. On verra tout à l'heure que ça pourra être des commencements de preuves par écrit, mais pas des preuves parfaites. Alors, intéressons-nous aux copies. Je n'ai pas l'original, mais j'ai la copie, une photocopie. Alors, historiquement, la copie ne valait rien parce que recopier, c'était recopier à la main. Et que le risque d'erreur, le risque de fraude était tellement important que ça ne valait rien. Bon. Sauf que les nouvelles technologies font qu'aujourd'hui, il est très difficile parfois de faire la différence entre une très bonne photocopie et l'original. Beaucoup de photocopies, scanners ou autres, sont la reproduction exacte. Du coup, le législateur en tient compte et désormais, l'article 1379 prévoit que si la copie est fiable, c'est-à-dire qu'elle est la reproduction à l'identique de l'original et qu'elle ne peut pas s'effacer, alors elle a la même force probante que l'original. Donc ça veut dire quoi? La copie qui n'est pas fiable, ça veut dire on sent qu'il y a des copier-coller, etc. Ça, la fiabilité est appréciée par le juge en cas de contestation. Je présente ma photocopie. Vous dites, mais c'est pas possible, elle n'est pas fiable, etc. Vous contestez la fiabilité, là le juge va apprécier. Si la copie n'est pas fiable, elle n'a aucune force probante. Si elle est jugée fiable, alors elle aura la même force que l'original. Si l'original vaut preuve parfaite, la copie vaudra preuve parfaite. Si l'original ne vaut pas preuve parfaite, la copie ne vaudra pas preuve parfaite. Voyez, le législateur a tenu compte de l'évolution des technologies pour admettre
la force probante des copies, mais sous condition de fiabilité. Alors, on va s'intéresser à la preuve testimoniale. C'est la preuve par témoin. C'est l'article 1381 du Code civil. C'est la déclaration d'un tiers dans un procès concernant des faits dont il a eu personnellement connaissance. Soit il témoigne sous serment devant le juge, soit il rédige une attestation de témoin dans laquelle il atteste sur l'honneur. Et le témoignage est toujours une preuve imparfaite, c'est-à-dire que le juge peut très bien considérer que le témoin est fiable, tout comme il peut estimer que ce n'est pas suffisant. Preuve imparfaite. La preuve par présomption, article 1382, qu'on appelle aussi la preuve par indice. Ce sont des conséquences que le juge va tirer de faits connus pour en déduire le fait inconnu. Il faut des présomptions graves, précises et concordantes, et ce sont des preuves imparfaites. Exemple. Je cherche à démontrer que mon mari m'a trompée, mais je n'ai pas de preuves, je n'ai pas de photos de mon mari en train d'embrasser une autre femme. Mais j'ai des indices. J'ai une note d'hôtel. J'ai des cadeaux. J'ai des lettres. J'ai du rouge à lèvres sur une chemise. J'emmène ces différentes preuves et le juge peut tirer de ces faits connus l'adultère de mon mari. Il peut, comme il ne peut ne pas le faire. C'est une preuve imparfaite. Il apprécie ces indices et il en déduit si oui ou non il est convaincu par l'adultère ou pas. L'aveu. L'aveu, c'est la reconnaissance par une partie d'un fait qui lui est défavorable. Quand on avoue, c'est qu'on reconnaît quelque chose qui est contre nous. L'aveu est mentionné à l'article 1383, il est défini à l'article 1383, après il y a deux aveux. Il y a l'aveu judiciaire, alors je vais commencer par l'extrajudiciaire, 1383-1, on avoue mais pas devant le juge. On a reconnu par exemple sur papier ou autre, on reconnaît mais pas devant le juge. Là, le juge ne sait pas dans quelles circonstances l'aveu a été obtenu, ce n'est qu'une preuve imparfaite. Alors que 1383-2, l'aveu judiciaire, on a avoué devant le juge, là c'est une preuve parfaite parce qu'en fait, si vous avouez, vous ne contestez plus. Et si vous ne contestez plus, on n'a plus à le prouver. N'oubliez pas, on ne prouve que les faits contestés. Si je dis oui, je vous ai prêté 5 000 € et que vous dites oui, c'est vrai, je sais, je reconnais, vous ne contestez plus. Donc si vous ne contestez plus, soit on considère que c'est une preuve parfaite, soit on considère que j'ai plus à le prouver. Donc en tout cas, quoi qu'il arrive, c'est prouvé. Aveu judiciaire. Et on termine par le serment, article 1385, même si c'est complètement désuet. Le serment, c'est l'affirmation solennelle par une partie d'un fait qui lui est favorable. C'est juré, je jure que je lui ai prêté 5 000 €, ou alors je jure qu'elle ne me les a pas prêtés mais qu'elle me les a donnés. Bon, alors, soit c'est une partie qui demande à l'autre de jurer, c'est le serment déféré par une partie, c'est une preuve parfaite. Je prétends que je vous ai prêté 5 000 € et je n'ai rien, je dis « jure que je ne te l'ai pas prêté », soit vous jurez, vous gagnez, soit vous ne jurez pas et vous perdez. Bon, attention, ça reste dangereux parce que vous êtes sous serment, donc si on découvrait par ailleurs, plus tard, que vous aviez menti, vous encourriez des sanctions pénales. C'est cette peur qui peut vous faire dire la vérité. Bon. Si en revanche le juge est complètement perdu, il ne sait pas qui dit la vérité ou pas, il demande à une partie de jurer, ce qu'il ne fait plus jamais, ce qu'on appelle un serment déféré par le juge, là, ce n'est qu'une preuve imparfaite, mais encore une fois, le serment aujourd'hui n'est plus utilisé. Encore une fois, on aurait pu le supprimer. La preuve a été réformée en même temps que le droit des contrats par l'ordonnance du 10 février 2016. On aurait pu supprimer le serment, mais il ne gêne pas. Donc on l'a laissé. Un article, ça ne va pas trop encombrer la loi. On s'intéresse maintenant à la question de l'admissibilité de la preuve. Là, c'est parmi tous les modes de preuve avec lequel je peux prouver. Est-ce que je peux prouver par un témoignage? Est-ce que je peux prouver par présomption? Ou est-ce qu'il me faut absolument un écrit? Est-ce que la loi me décide quels sont les modes de preuve admissibles ou est-ce que la loi me laisse une liberté? On va voir d'abord, grand A, le principe, la liberté de la preuve. Le principe de liberté de la preuve, il est mentionné à l'article 1358. Ça veut dire qu'on peut prouver par tout moyen. Toutes les preuves sont admissibles. T'as un écrit, tant mieux. T'as pas d'écrit, un témoignage, ce sera très bien, ou des présomptions. On peut venir avec des preuves parfaites ou imparfaites. En fait, la liberté de la preuve favorise la recherche de la vérité, la découverte de la vérité. Quand on vous dit « viens avec ce que t'as », c'est parce qu'on veut vraiment que tu puisses prouver. Nous, ce qui nous intéresse, c'est que ce soit prouvé.
Donc la liberté de la preuve favorise la recherche de la vérité. Et alors dans quel cas est-ce que la preuve est libre? Je vous l'ai dit, c'est le principe article 1358. Ce sera pour les faits juridiques. Chaque fois que vous devez prouver un fait juridique, vous pouvez prouver librement. Pourquoi? Parce que souvent, c'est difficile de se préconstituer une preuve. Les faits juridiques, souvent, ce sont des événements involontaires. Une tempête, un accident. Vous ne pouvez pas vous fabriquer un écrit. Vous n'êtes pas présent avant l'accident, je le regarde et on va se faire un écrit. Donc, en fait, le législateur se dit, pour les faits juridiques, il est souvent impossible de se préconstituer un écrit. Pas tout le temps, mais impossible. Donc, laissons la preuve libre. Maintenant, pour les actes juridiques inférieurs à 1 500 €, les contrats inférieurs à 1 500 €, vous avez acheté une baguette, vous avez acheté 1 kilo de pommes, c'est possible de rédiger un écrit. Sur le principe, c'est possible en théorie, mais en pratique, c'est impossible. La rapidité de la vie économique fait qu'on ne peut pas, à chaque fois qu'on achète une baguette de pain, à chaque fois qu'on achète des pommes, qu'on achète du beurre, se préconstituer un écrit. Et donc la loi en tient compte. Et elle dit voilà, on sait que c'est possible, en théorie. On peut toujours s'asseoir et rédiger un écrit en 2 exemplaires. Mais en pratique, ce n'est pas possible. Et à l'impossible, nul n'est tenu. Donc le législateur dit pour les actes juridiques inférieurs à 1 500 €, prouvez librement. Maintenant, c'est toujours mieux si vous avez une preuve parfaite, mais prouvez librement. Toutes les preuves sont admissibles. Si vous avez des témoignages pour prouver que vous avez prêté 1 000 €, le juge écoutera vos témoignages. Voyons maintenant, du coup, grand B, la limite. Les actes juridiques supérieurs à 1 500 €, c'est l'article 1359. Si vous voulez prouver un acte juridique supérieur à 1 500 €, il faut une preuve écrite parfaite. C'est-à-dire, soit vous avez un acte authentique, soit vous avez un acte sous signature privée qui répond aux formalités de l'article 1375, si c'est un acte synalagmatique, double exemplaire, mention du double exemplaire, signature des 2 exemplaires. Et si c'est un acte unilatéral, article 1376, signature de celui qui s'engage, mention en chiffres et en lettres, voilà. Si vous avez ça, vous avez prouvé votre contrat de prêt à 5 000 €, votre reconnaissance de dette ou votre cautionnement sur 5 000 €. Vous l'avez prouvé, le juge n'a pas de pouvoir d'appréciation. D'accord? L'idée, c'est quoi? C'est qu'au-delà de 1 500 €, c'est quand même pas les actes que l'on fait plusieurs fois par jour. La prudence impose de se préconstituer une preuve. Ce n'est pas si souvent, ce n'est pas si fréquent. La prudence impose qu'on le fasse. Si on ne le fait pas, c'est pas grave. L'acte sera valable. C'est-à-dire que si je vous ai vendu un ordinateur à 3 000 €, que vous m'avez payé, que je vous ai livré, que l'ordinateur fonctionne, qu'il n'y a pas de problème, on n'a pas fait d'écrit, on n'en aura jamais besoin. Mais s'il y a un souci, l'ordinateur ne fonctionne pas ou autre, et qu'on a besoin de le prouver, là, on ne pourra pas venir avec des témoins. Même si on a 50 témoins, le juge me dira 1 500 €, acte juridique, il me faut un écrit. Je n'en ai pas. J'ai des témoins. Je ne les écoute pas. De même, si vous voulez contester un écrit, quel que soit le montant, il vous faudra un écrit. Par exemple, si je prétends que, j'ai un contrat, j'ai un acte écrit où je dis, voilà, j'ai prêté à Sophie 1 000 €. On a écrit, d'accord, pour 1 000 €. Et ensuite, Sophie dit, oui, non, mais en réalité, au départ, elle m'avait prêté 1 000 €, puis ensuite, elle a dit que je pouvais en garder 200. Donc, en fait, je ne lui dois que 800. Donc, en fait, Sophie conteste l'écrit. L'écrit dit 800 et dit 1000 et elle dit 800. Eh bien, il faudrait un autre écrit. Pour contester un écrit, pour remettre en cause ce qui est écrit dans un écrit, il faut un autre écrit. D'accord? Face à un écrit parfait, il faut un écrit parfait. Voilà pour la limite. Maintenant, il y a des exceptions. Il y a des cas où le législateur se dit, voilà, mon objectif, c'est quand même d'obtenir la vérité. Et si la personne n'a pas d'écrit, je vais parfois lui permettre de prouver un acte juridique supérieur à 1 500 € sans écrit. Alors, il y a quelques exceptions. D'abord, l'article 1360 du Code civil, c'est l'impossibilité de rapporter un écrit. Ah, l'impossible, nul n'est tenu. Si c'est pas possible, c'est pas possible. Alors, pourquoi c'est pas possible? Premièrement, l'écrit a été rédigé, mais il a disparu dans un cas de force majeure. Bon, vous commencez par prouver cette force majeure. Il y a eu chez moi un incendie. Ça, c'est un fait juridique, je le prouve par tout moyen. Ou il y a eu une inondation ou un cambriolage. Ok, le juge vous dira, c'est bon. C'est donc impossible de rapporter un écrit. Prouvez-moi votre acte juridique supérieur à 1 500 € par tout moyen. Donc, c'est une preuve en 2 temps. J'arrive pas juste avec mes témoins. Il faut d'abord que je prouve l'impossibilité. Alors, il y a aussi l'impossibilité de rédiger un écrit. Vous dites, alors j'en ai pas parce qu'on n'en a pas rédigé. Pourquoi? Parce que c'était impossible matériellement. Il y avait rien, il n'y avait pas de stylo, il n'y avait rien. Il faudra le prouver. Et surtout, l'impossibilité morale.
les liens que j'ai avec mon contractant, c'est mon frère, c'est mon père, c'est mon fiancé, c'est mon meilleur ami, fait que je ne pouvais pas exiger d'un écrit. Donc il faudra prouver cette impossibilité morale, et ensuite le juge dira c'est bon, il y avait bien une impossibilité morale, vous pouvez donc me prouver votre acte juridique supérieur à 1 500 € par une preuve imparfaite. Vous êtes dispensé de preuves écrites parfaites. Pas dispensé de preuves, dispensé de preuves écrites parfaites. Alors on a aussi l'article 1361 qui nous dit si on n'a pas d'écrit parfait mais qu'on a un aveu judiciaire ou un serment décisoire, c'est-à-dire un serment déféré par une partie, alors on peut prouver, en fait, quels sont les points communs entre l'écrit parfait, l'aveu judiciaire et le serment déféré par une partie, c'est que ce sont des preuves parfaites. En fait, si vous n'avez pas un écrit parfait mais que vous avez une autre preuve parfaite, ça passera. D'accord ? Sauf que, voilà, je prétends que je vous ai prêté 5 000 €. Faut que je compte sur le fait que vous avouiez votre aveu devant le juge. Voilà. Ou faut que je vous défère le serment. Je reste quand même vraiment dans une situation de danger. Un écrit aurait été quand même plus facile. Bon. Exception suivante, le commencement de preuve par écrit. Alors, le commencement de preuve par écrit, ce sont les articles 1361 et 1362. Ça, il faut connaître par cœur. Ce sont des actes écrits, mais qui ne remplissent pas toutes les conditions pour être une preuve parfaite. Il manque, par exemple, la mention en chiffres et en lettres, ou il manque la mention du double exemplaire, bref, il manque quelque chose. Il faut que ça émane du défendeur. Soit c'est lui qui l'a rédigé, soit c'est lui qui l'a signé, mais ça émane du défendeur. Et il faut que ça rende vraisemblable, crédible le fait allégué. En lisant cet acte, le juge doit se dire « Ah tiens, c'est très très probable ». Et donc si on a un commencement de preuve par écrit, alors on pourra le compléter par tout moyen, notamment par des témoignages. Ça rend recevable une preuve imparfaite. Par exemple, j'ai prêté à Sophie 5 000 € et elle m'envoie une carte postale en disant « Chère Annabelle, grâce aux 5 000 € que vous m'avez prêté gentiment, j'ai pu m'acheter un ordinateur et je vais ainsi pouvoir réussir mes examens, blablabla, blablabla, bisous Sophie ». Bon. Probablement qu'elle n'a pas écrit 5 000 € en chiffres et en lettres, probablement qu'elle n'a pas fait une vraie signature, mais juste Sophie. Donc on a un écrit, mais qui ne remplit pas toutes les conditions pour être une preuve parfaite, mais c'est quand même elle qui l'a rédigé, et comme il est écrit, grâce aux 5 000 € que vous m'avez prêtés, ça rend parfaitement crédible ce que je soutiens devant le juge, je lui ai prêté 5 000 €. On a donc un commencement de preuve par écrit, que je vais pouvoir compléter grâce par exemple à vos témoignages, si vous étiez présent au moment du prêt. On a enfin l'article 1356. L'article 1356 prévoit la convention contraire. L'idée, c'est quoi? C'est que l'article 1359 prévoit un principe et il n'est pas d'ordre public. Pour prouver un acte juridique supérieur à 1 500 €, il faut normalement un écrit. Mais on peut décider le contraire. Imaginez que vous et moi, nous soyons en relation d'affaires régulière. On conclut, vous et moi, beaucoup de contrats. Parfois en dessous de 1 500 €, parfois au-dessus. Et on peut se dire, écoutez, entre nous, on n'a qu'à se dire que quoi qu'il arrive, la preuve est libre. On va pas de temps en temps faire des écrits, de temps en temps ne pas en faire. Donc on a un contrat dans lequel on se dit, entre nous, la preuve est tout le temps libre. Bon, si je vous ai prêté 5 000 € et que j'ai pas d'écrit, j'arriverai avec le contrat en disant, on a dit qu'entre nous, la preuve était libre, et donc je pourrais prouver librement. Parce que nous nous sommes d'abord mis d'accord pour exclure l'article 1359 du Code civil qui n'est pas d'ordre public. Et enfin, entre commerçants, article L 110-3 du Code de commerce, quel que soit le montant, entre commerçants, la preuve est libre. Les commerçants, ils ont leur tribunal. Les commerçants, ils ont leur code. Les commerçants, ils ont leurs règles du jeu. Donc, entre eux, la preuve est toujours libre, quel que soit le montant. Bien sûr, c'est toujours mieux d'avoir une preuve parfaite. Maintenant, dans les actes mixtes, c'est-à-dire qu'un commerçant et un non-commerçant, vous achetez à la FNAC. Vous êtes civil, la FNAC est commerçante. C'est un acte mixte. Si c'est vous, civil, qui êtes demandeur et qui devez prouver, vous pouvez prouver par tout moyen. Si c'est le civil qui prouve contre le commerçant, quel que soit le montant, le civil peut prouver par tout moyen. En revanche, si c'est le commerçant, la FNAC, qui cherche à prouver contre vous, il faut respecter les règles du droit civil. Donc si on a un commerçant qui prouve contre un non-commerçant, il faut, au-delà de 1 500 €, respecter les règles du droit civil. Il y a une distributivité. En fait, on ne peut pas priver le civil de son droit civil qui est protecteur. Lui peut décider de dire « Ah non, mais moi, contre le commerçant, je prouve librement. » En revanche, le commerçant contre le civil doit prouver en respectant les règles du droit civil. Voilà pour les règles d'admissibilité
de la preuve qui sont très importantes. Et vous avez souvent des arrêts où justement, ça porte sur l'admissibilité de la preuve et donc il faut dire, bah voilà, le principe ici c'est qu'il fallait un écrit. Pourquoi? Parce que c'est un acte juridique supérieur à 1 500 €. Il y avait cette exception mais elle ne fonctionne pas ou autre. Et souvent, en fait, vous allez voir les arrêts sur la preuve, quand on connaît bien son cours, c'est vraiment, voilà ce que dit la Cour de cassation, je l'explique, je plaque mon cours. Voilà ce que dit la Cour de cassation, je l'explique, je recopie mon cours. C'est vraiment le côté, j'ai même pas à critiquer, parce que souvent, la Cour de cassation ne fait que rappeler les règles du jeu. Donc c'est vraiment, je cite, j'explique, je copie-colle mon cours. Ok? Quand je vous dis que le commentaire d'arrêt, c'est à mi-chemin entre la dissertation et la comment ça s'appelle? Et la paraphrase. Je cite, j'explique, c'est de la paraphrase. Je copie-colle mon cours, c'est de la dissertation. On va justement faire un arrêt là-dessus pour mettre en application ce que je viens de dire et notamment, surtout, pour mettre en application la méthode du commentaire d'arrêt parce qu'il aime beaucoup les arrêts, justement, qui mélangent un peu charge de la preuve, objet de la preuve et admissibilité de la preuve. Et c'est vraiment du, je cite, j'explique, je copie-colle mon cours. Cours que vous devez donc très bien connaître. Ok? Alors, je vous l'ai dit aussi, ce n'est pas terminé sur la preuve. Il reste un morceau énorme sur la loyauté de la preuve et sur la licéité de la preuve. Je voulais pas que cette vidéo soit trop longue et puis surtout, je veux qu'on le fasse ensemble, d'accord? Il y a toute une partie du stage qui est faite en amont par des vidéos et une autre partie que l'on fait ensemble. Ok? Donc, la preuve n'est pas finie, si vous voulez, il resterait une dernière partie qui s'appellerait la recevabilité de la preuve avec la question de la loyauté de la preuve et du contrôle de proportionnalité que l'on fait désormais et la loyauté de la licéité de la preuve et la loyauté de la preuve. Voilà, on fera ça ensemble et nous mettrons ça en application avec des commentaires d'arrêt. Voilà, bon courage!